Je m'appelle Alexandre Rochat. Je suis scientifique et biologiste de formation. Depuis de nombreuses années, je m'intéresse également aux parasciences, au paranormal et aux mystères inexpliqués. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai beaucoup de ressentis. Certains de ces sujets m'obsèdent au point que j'ai passé des années à tenter d'y voir clair. Parmi eux, l'un des plus fascinants et des plus troublants est un mystère vieux de plus de 3 siècles, la bête du Gévaudan. Nous sommes à l'été 1764. Dans les montagnes isolées du Gévaudan, un cri perçant brise le silence des forêts et des vallées. Une jeune bergère, Jeanne Boulet, est retrouvée morte, le corps mutilé, la gorge déchirée. C'est le premier d'un long enchaînement de drames. Rapidement, des rumeurs circulent sur une créature monstrueuse, insaisissable, rapide et rusée, venue d'on ne sait où. Pendant plus de 3 ans, cette bête terrorisera toute une région, causant la mort de plus d'une centaine de personnes. Hommes, femmes, enfants aux personnes n'est épargnés. Les témoignages se multiplient, souvent contradictoires, et les autorités locales commencent à perdre pied. Le roi lui-même finira par intervenir, envoyant chasseurs et soldats, mais malgré toutes les battues, la bête du Gévaudan reste insaisissable. Aujourd'hui encore, son ombre plane sur les montagnes de Lozère. Était-ce un loup particulièrement féroce, un tueur solitaire, une hyène échappée, un chien monstrueux ou quelque chose d'inexplicable? Pour tenter de comprendre, il faut replacer cette histoire dans son contexte. En 1764, le Gévaudan est une région pauvre, reculée, difficilement accessible. Les villages sont petits et isolés, nichés dans des vallées étroites et entourés de forêts profondes et de montagnes austères. Les hivers sont rudes, la vie agricole exigeante et les loups nombreux. La foi catholique guide chaque geste de la vie quotidienne. Les paysans travaillent la terre et élèvent quelques bêtes, mais chaque maladie, chaque mort soudaine est interprétée comme un signe du divin. Ainsi, quand la rumeur d'un animal tueur commence à circuler, la peur s'installe rapidement. Les habitants se signent à chaque croisement, murmurent des prières, ne laissent plus sortir les enfants seuls et dorment armés. La région sombre progressivement dans l'inquiétude et la superstition. Tout commence en juin 1764. Jeanne Boulet est tuée. Peu après, un jeune garçon subit le même sort, puis d'autres bergers, dans un schéma récurrent. La gorge, le visage et la poitrine sont mutilés. Les témoins décrivent un animal qui ne mange pas ses victimes. Il tue, puis disparaît. Les descriptions varient, mais certaines constantes apparaissent. Un corps énorme, un museau allongé, une gueule rouge, une queue puissante. Certains disent qu'elle se dresse sur ses pattes arrière, d'autres remarquent une crinière. Au fil des semaines, les récits se transmettent et se déforment point et la peur devient légende, et la légende devient réalité. Les prêtres, dans leurs sermons, affirment que la bête est un instrument de Dieu, une punition pour les péchés des hommes. On organise des processions, des messes et des bénédictions d'armes et de troupeaux. Malgré ces efforts, les victimes continuent de s'accumuler. La colère des habitants monte. Les nobles organisent des battues armées, promettent des récompenses, mais l'animal frappe encore et disparaît comme s'il jouait avec ceux qui le chassaient. Le Gévaudan sombre dans une peur irrationnelle mais palpable. Il y a pourtant quelque chose qui ne colle pas dans cette affaire. En réalité, si l'on examine les faits de près, rien ne colle. Les témoignages datent de plus de 3 siècles, souvent amplifiés par la peur et la superstition. Les analyses modernes reposent sur ces récits et sur de nombreuses spéculations. Si nous voulons résoudre ce mystère, il faut le faire par la science, la biologie et la zoologie, en observant les comportements naturels des animaux et en procédant par élimination. La première piste est celle du loup. Les loups n'attaquent généralement pas les humains, sauf en cas de famine. Et quand ils le font, ils chassent en meute. Or, dans le Gévaudan, les attaques semblent provenir d'un seul animal. Pourquoi s'attaquerait-il à une bergère et non à ses moutons ou veaux? La biologie du loup contredit cette hypothèse. Le loup tue pour manger, pas par plaisir. Cette piste peut donc être écartée. Deuxième piste, un loup solitaire affamé. Les témoignages de l'époque décrivent un seul animal, mais un loup solitaire, même affamé, n'attaquerait pas systématiquement les humains sans les dévorer. La logique biologique rend cette option improbable. Troisième piste, un gros félin, comme un lion ou une hyène. Certains ont suggéré qu'un animal échappé d'un cirque ou d'un zoo pourrait être responsable. Mais le Gévaudan de 1764 est pauvre et isolé. Aucun zoo ni cirque n'y pouvait amener un lion ou une hyène. Cette hypothèse est donc très improbable. Quatrième piste, un loup atteint de rage. La rage tue rapidement. Un animal malade ne survit pas plus d'1 mois. La bête a sévi pendant plusieurs années, ce qui rend cette hypothèse impossible. Cinquième piste, un animal blessé mais qui survit.
Des chasseurs affirment l'avoir touchée à plusieurs reprises, mais elle s'est relevée et a fui. Un loup normal ou tout autre animal classique ne survit pas à plusieurs tirs de chevrotine. 6e piste, un humain, un tueur ou un désaxé. Les récits sont clairs. La bête n'était pas un humain et son comportement n'était pas celui d'un criminel. 7e piste, la bête se dresse sur ses pattes arrière et semble intelligente. Une créature qui ressemble à un loup, capable de marcher comme un humain et de faire preuve de ruse, cela ne correspond à rien de connu dans la faune européenne. Si l'on suit ces indices et que l'on raisonne scientifiquement, la seule hypothèse qui colle avec tous ces témoignages est celle d'un loup-garou. Cette explication permet de comprendre sa rapidité, sa résistance aux coups de fusil et son comportement meurtrier sans nécessité de se nourrir. Elle explique également les récits des villageois qui décrivent un animal à la fois bestial et humanoïde, intelligent et insaisissable. Naturellement, à l'époque, personne n'aurait osé admettre cette hypothèse. Incriminer des loups, un animal quelconque ou un humain désaxé était 1000 fois plus acceptable. Si l'on suit ce raisonnement, le mystère est presque résolu. La bête du Gévaudan pourrait bien appartenir à cette catégorie de phénomènes que l'homme, depuis toujours, tente de comprendre et d'expliquer à travers la peur, la légende et la superstition pointent et pourtant, dans toutes les cultures du monde, on retrouve des légendes semblables. Le Bigfoot en Amérique du Nord, le Yéti dans l'Himalaya, le Chupacabra en Amérique latine. Le loup-garou reste insaisissable, mais sa mémoire persiste, gravée dans les landes, les forêts et les montagnes. Des créatures mi-hommes, mi-bêtes, insaisissables. Alors pourquoi pas en France? Si ce récit vous interpelle et vous semble logique, partagez-le avec vos connaissances et vos amis. 3 siècles après les faits, la bête du Gévaudan continue de hanter notre mémoire. Et peut-être que, derrière le voile de la peur, se cache enfin une explication qui tient à la fois du réel et du mystère. Merci pour votre écoute. Et souvenez-vous, dans les forêts du Gévaudan, le vent souffle encore et encore comme un murmure venu d'un autre temps. Certains disent que, les nuits d'hiver, on peut encore entendre son cri. Si vous avez vécu un événement similaire, faites-le moi savoir dans vos commentaires. Merci pour votre écoute.